attaquer là où on s'était arrêté la dernière fois. Et la dernière fois, on avait vu pas mal de choses. On avait vu la biologie, on avait vu les piqûres, la protection, les ruches, la législation, et on s'était arrêté à l'organisation et l'emplacement du rucher. Donc j'ai lancé la diapo, j'attends quelques secondes qu'elle arrive chez vous. Voilà, normalement, ça devrait s'afficher. Donc vous vous souvenez, on avait parlé des différents points qu'il fallait prendre en compte pour installer le rucher. Il y a différentes choses que je voudrais repréciser qui n'ont pas forcément à voir avec le rucher lui-même, mais tout d'abord au niveau de l'espèce. Donc quand on parle de l'abeille domestique, hein, l'abeille sur laquelle on travaille sur une seule espèce, qui s'appelle Apis mellifera. Les races, les types, on pourrait appeler ça aussi les écotypes, comme par exemple Ligustica, ou l'abeille caucasienne, ou l'abeille noire. Tout ça, ce sont des sous-espèces. Donc surtout, ne confondez pas, ce ne sont pas des espèces différentes. Ce sont des sous-espèces qui peuvent donc se croiser entre elles. Deuxième point, j'en ai pas parlé, mais je voudrais quand même aborder ça, le cadre à jambage. Donc, vous vous souvenez, on avait vu les cadres, on verra comment cirer les cadres, c'est-à-dire comment accrocher la feuille de cire sur les fils métalliques. On verra ça en séance pratique. Les cadres à jambage sont aujourd'hui gagnés en popularité. Donc c'est tout simplement une petite baguette transversale à l'intérieur du cadre qui n'est pas munie de fils de fer. Et les abeilles font des bâtisses comme elles l'entendent en accrochant leurs rayons sur ce cadre à jambage et sur les plis du cadre. Alors, l'avantage de ces cadres à jambage, c'est qu'évidemment, on n'a pas besoin de mettre du cerveau frais, donc c'est plus simple. Je prends. Alors, je coupe 2 secondes. Alors, il y a. Voilà, Denise, enlevez la conversation, parce que son écran va plus droit. Monsieur Froidevaux, c'est bon. Et Marine, enlevez l'étoile. Allez, ça roule, je laisse faire, excusez-moi. C'est bon. Allez, on continue. Donc, les cadres à jambage ont des avantages. Le principal inconvénient, c'est que parfois les abeilles construisent en travers. Et quand elles construisent en travers, elles peuvent aller fixer leurs rayons sur le cadre d'à côté. Dans ce cas-là, les rayons sont fixés ensemble, vous ne pouvez plus tirer les rayons de manière individuelle, et c'est vraiment le BINS. Donc faites attention à ça, je ne vous conseille pas les cadres à jambage si vous commencez l'apiculture. Si vous voulez faire l'expérience, vous pouvez tout à fait le faire, mais attendez d'avoir un petit peu de bouteille pour ce genre de matériel. Voilà. Pour finir sur ce chapitre organisation et emplacement du rucher, si vous achetez un essaim, donc par exemple, vous venez à la COP et vous achetez un ou plusieurs essaims, ils vous seront livrés dans des petites ruchettes de transport. C'est des petites ruchettes légères. Et la procédure à suivre dans ce cas-là, c'est que vous ramenez l'essaim chez vous, vous posez la ruchette de transport sur l'emplacement définitif de la future ruche, parce qu'après vous aurez des difficultés pour déplacer tout ça. C'est possible, mais c'est très lent. Donc vous posez la ruchette à l'emplacement définitif de la ruche et vous faites le transfert. Vous prendrez les cadres de la ruchette de transport pour les mettre dans la ruche quelques jours après. Hein, vous attendez que les abeilles se soient un petit peu calmées et puis qu'elles aient pris leur marque. Quand vous faites ce transfert, vous faites attention qu'il n'y ait pas d'animaux autour, des chiens qui veulent regarder, ou des enfants, ou des choses comme ça, et vous vous munissez bien entendu de votre protection personnelle, c'est-à-dire combinaison. Moi, personnellement, j'aime bien la combinaison, mais c'est un choix personnel. Ou alors votre vareuse et votre pantalon, vos bottes, vos gants et votre aume ou votre voile. Je souligne l'importance de l'eau parce qu'une fois que les abeilles ont repéré une source d'eau, elles ne la quittent plus jusqu'à ce que, bien sûr, la source d'eau se tarisse.
mais autrement, elles vont toujours chercher de l'eau au même endroit. Donc, il faut bien mettre de l'eau à disposition au début de la saison, hein, même avant que les abeilles sortent. Vous mettez une source d'eau avec de l'eau sale, un petit peu de sel, et vous veillez à ce que le seau, la bassine ou n'importe quoi soit toujours rempli d'eau. Sinon, elles risquent d'aller chercher de l'eau ailleurs, et ça peut être embêtant, par exemple, si vos voisins ont une piscine, puisque les abeilles vont souvent s'abreuver dans les piscines, étant donné que l'eau des piscines est riche en chlore, et les abeilles recherchent des ions, comme par exemple des ions chlore. Bon, voilà. Et dernière information sur l'eau, les abeilles se donnent l'information sur l'emplacement, les coordonnées de la source d'eau de génération en génération. Donc c'est pour ça qu'elles vont toujours au même endroit. Toute la saison, elles iront chercher l'eau au même endroit. Et si elles prennent l'habitude d'aller chercher l'eau chez les voisins, elles iront toujours là-bas. C'est pour ça qu'il faut mettre de l'eau dès le début. Ok, donc voilà ce que je voulais dire sur l'organisation et l'emplacement du rucher. Et maintenant, on va passer. Alors, là, les diapos sont un petit peu. Il y a des questions? Ouais. S'il y a une petite rivière, est-ce que cela suffit? Oui, ça suffit s'il y a une petite rivière. Hein, à moins que ce soit à moins que ce soit un ruisseau de montagne où il y a beaucoup de courants. En général, dans les rivières, il y a toujours des petites zones qui sont un petit peu plus calmes et les abeilles peuvent aller boire dedans. Voilà, alors on va continuer sur un chapitre que j'ai intitulé « Quelques petits problèmes auxquels il faut faire face ». C'est les noyades. Encore, pour éviter les noyades, tout simplement, vous pouvez mettre, alors si c'est des récipients, soit de la mousse végétale, hein, de la mousse naturelle que vous pouvez mettre, ou certains mettent un petit morceau de polystyrène qui reste en surface. Alors, quelques petits problèmes auxquels il va falloir faire face. Effectivement, aujourd'hui en apiculture, on est confronté à un certain nombre d'obstacles qu'il faut essayer de surmonter. Alors, il y a des facteurs qui sont incontrôlables par l'apiculteur. Alors, on peut essayer de les influencer autant que faire se peut, mais on ne peut pas les contrôler. Donc, par exemple, la disparition des ressources florales. Alors, même si vous mettez des fleurs dans votre jardin, ce qui est très bien, parce que comme ça, vous pourrez avoir le loisir de regarder ce que font vos abeilles en temps réel, donc ça je le conseille. Et même si vous mettez des fleurs, vous mettez un parterre de fleurs à côté de votre maison, c'est pas ça qui va remplacer des kilomètres carrés de haies ou de ressources florales diverses et variées. Ici je vous ai mis un bleuet. Le bleuet, c'était quelque chose, c'était une fleur qui était très courante au début du XXe siècle et qui a quasiment disparu, en tout cas dans la région où j'habite, là, en plein milieu de la Bresse. Je n'ai jamais vu un bleuet, à part ceux que j'avais semés dans mon jardin. Donc, disparition des ressources florales, bon, bah, ça, il y a différentes explications pour ça. Par exemple, la progression galopante du urbain fait qu'il y a de moins en moins de couverture végétale et donc de moins en moins de ressources pour les abeilles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. En tant qu'apiculteur, on n'y peut pas grand-chose. En tant que société, on peut certainement faire quelque chose. Deuxième point, intoxication chronique ou aiguë par des biocides. Alors par biocides, j'entends pesticides, donc tout ce qui est herbicides, fongicides, insecticides et autres cides. Les volumes, le tonnage utilisé actuellement en France dans des objectifs agricoles, je crois que c'est de l'ordre de 66 000 tonnes, tout biocides confondus, 66 000 tonnes par an. Donc ça fait beaucoup. Je ne porte pas de jugement de valeur sur le bien fondé de l'utilisation de ces produits. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des produits qui ont été développés, vendus et utilisés pour tuer, donc pour interférer avec les molécules biologiques. Donc évidemment, on a des effets au niveau de la faune auxiliaire, et ici la photo que je vous ai mise, ce que le monsieur ou la dame a dans ses mains, là, c'est pas du crottin de cheval ou du terreau, ce sont des abeilles mortes
Et donc, c'est typique, une situation typique en cas d'intoxication aiguë par un insecticide. Donc, on retrouve plein d'abeilles mortes devant la ruche. Il peut y avoir aussi des intoxications chroniques. Alors là, on s'en rend beaucoup moins compte. Hein. S'il y a une centaine d'abeilles ou un millier d'abeilles par jour qui meurent dehors, on ne les voit pas. Troisième point, la météo. Alors, dans la météo, il faut distinguer deux choses. Les fluctuations ponctuelles, par exemple, il pleut pendant 2 semaines en pleine floraison d'acacia. Là, vous ne ferez pas de miel d'acacia. C'est comme ça. On n'y peut rien. Et deuxième point, il y a les tendances lourdes. Donc, avec le réchauffement climatique actuel, on voit effectivement que la météo change d'année en année, avec notamment des phases de sécheresse qui deviennent de plus en plus sévères. Et ces phases de sécheresse ont un impact, puisque quand les plantes n'ont plus d'eau, il n'y a plus de nectar. Donc, il n'y a plus de nectar, il n'y a plus d'hydrate de carbone pour les abeilles. Donc tout ça, bon, on n'y peut pas grand-chose, il faut essayer de faire avec. Mais il y a également des facteurs qui sont contrôlables. Donc j'attends quelques secondes que la diapo arrive. Et parmi ces facteurs contrôlables, le premier qu'on va trouver sur la liste, c'est le désormais très fameux varroa destructor. Alors le varroa, c'est un acarien, parasite de l'abeille. Ici, je vous ai mis une photo de la bête sur la gauche de la diapo. Alors, ce n'est pas un insecte, c'est un arachnide. Donc, c'est une bestiole qui fait partie de la famille des araignées et qui a donc 8 pattes. Donc, c'est une toute petite bestiole très plate. On a parfois du mal à voir à l'œil nu, qui fait de l'ordre du millimètre et qui va parasiter l'abeille. Alors, il se trouve à la fois sur les larves. On va voir ce qui se passe dans la diapo suivante plus en détail. Et à la fois sur les abeilles adultes. Alors, quand il se trouve sur les abeilles adultes, on parle d'acariens phorétiques. Voilà, donc retenez ce mot, acarien phorétique, c'est sur les abeilles adultes. Et il y a également toute une population d'acariens qui se développe et qui se reproduit sur les larves d'abeilles. On va revenir dans le détail dans quelques minutes sur ce point. Alors, le varroa est arrivé en France au début des années 80, et depuis qu'il est arrivé, les apiculteurs ont énormément de problèmes avec ce parasite, et c'est devenu un des thèmes numéro 1 en apiculture. Tu es perdu. Il ne faut pas du tout le sous-estimer, ce varroa, c'est un problème. Et il est présent partout, dans toutes les colonies, dans tous les ruchers. Donc vous ne pouvez pas espérer passer au travers en disant « ou moi, avec un peu de chance, je n'aurai pas de varroa ». Si vous en aurez, c'est sûr et certain. Donc il va falloir gérer le problème. Alors, on va voir dans quelques minutes qu'on ne peut pas se débarrasser. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'abaisser la population et de réduire au maximum la pression du varroa sur nos populations d'abeilles. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce varroa? Pourquoi il est si embêtant? Il est embêtant parce qu'il se nourrit des corps gras de l'abeille. Alors ici, sur la droite, je vous ai mis un petit schéma d'une coupe d'abeille. Donc c'est une abeille qui est coupée dans le sens de la longueur. Et les petits bidules rouges, là, qui sont en haut dans l'abdomen et en bas dans l'abdomen, ce sont les corps gras. Alors les corps gras, pour l'abeille, ce sont des organes qui sont extrêmement importants puisqu'ils participent à tout un tas de fonctions physiologiques, comme par exemple la nutrition de l'abeille ou encore ses défenses immunitaires. Donc le varroa, sa stratégie elle est simple, il arrive, il perce un trou dans la cuticule et puis il mange les corps gras. Non seulement l'abeille perd une grosse partie d'un organe qui lui est absolument essentiel, mais en plus, après, il y a un trou dans la cuticule de l'abeille, et virus, bactéries et champignons peuvent rentrer. C'est un problème extrêmement sérieux. Donc, on peut imaginer le genre d'impact physiologique qui découle de la présence de varroa. Ils sont multiples. Alors ici, je vous en ai mis un
à titre d'exemple, le virus est formation. Donc, je vous en fais grâce. En fait, il faut c'est que varroa mange les ailes des abeilles. Hein. C'est varroa qui est porteur du virus. Il injecte le virus aux abeilles victimes. Et quand les abeilles sortent de leur cellule, quand elles émergent de la cellule qui était infectée par varroa, elles émergent avec des ailes qui sont complètement infectées. Elles sont d'aucune utilité pour la colonie. Et on estime souvent que la présence d'abeilles avec des ailes atrophiées signe la présence de varroa. Alors, oui, ça peut être le cas. Attention, c'est pas du 100%. Hein. Quand on voit des abeilles avec les ailes atrophiées, on se dit oh, peut-être bien que j'ai une manifestation de varroa là, qui commence à être un petit peu embêtante. Mais les ailes atrophiées viennent du virus, elles ne viennent pas directement du varroa. Donc, on va dire que c'est un symptôme indirect. Alors, on va passer rapidement sur le cycle de vie du varroa. On ne va pas rentrer dans le détail, mais je voudrais quand même que vous ayez en tête à peu près comment ça marche. Parce que le varroa, c'est un problème auquel vous allez devoir faire face, vraisemblablement encore pendant un petit moment dans votre carrière d'apiculteur. Alors, on part du varroa qui est donc phorétique sur l'abeille. Quand l'abeille va s'occuper des larves, les jeunes abeilles vont donner à manger aux larves, etc. Et quand la larve doit être operculée, pour pouvoir faire sa nymphose, elle envoie des molécules chimiques qui sont reconnues non seulement par l'abeille nourrice, mais aussi par le varroa qui se trouve sur ces abeilles. Et donc là, juste avant l'operculation de la cellule, le varroa, qui est d'ailleurs une femelle varroa fécondée, passe dans la cellule. Ici, on a l'illustration de ce qui se passe ensuite. La cellule est operculée. Notre larve se développe en nymphe. Et ce que fait la première chose que fait la femelle varroa qui est passée dans la cellule, c'est qu'elle pond un œuf. Cet œuf éclot et ça donne un mâle. Ensuite, elle pond 2 ou 3 œufs. Et ces œufs donnent des femelles. Et le mâle varroa, qui vient d'éclore, féconde ses sœurs. Et on se retrouve donc dans la cellule avec un mâle qui va crever par la suite, mais surtout avec 3 nouvelles femelles qui viennent d'être fécondées. Et quand l'abeille a fini sa nymphose, s'est transformée en abeille adulte et qu'elle ressort avec plusieurs varrois sur elle, et elle va réinfecter la colonie et le cycle recommence. Donc le cycle tourne sur lui-même un certain nombre de fois, et avec 2 ou 3 varrois au départ, on se retrouve avec plusieurs milliers de parasites dans la colonie assez rapidement. Donc, c'est un problème majeur en apiculture. Et on a différentes stratégies de lutte. Alors, je vais parler plus en détail de la lutte chimique contre le varroa. Donc, ce dont il faut bien se souvenir, c'est qu'aucun traitement n'est efficace à 100%. Donc, peu importe le traitement que vous allez utiliser, il vous restera toujours des varrois résiduels dans la colonie qui vont recommencer le cycle d'infestation comme on l'a vu précédemment. Donc, le but du traitement, c'est juste une réduction de la pression varroa. Vous allez diminuer la population de varroa, mais vous n'allez pas l'anéantir. Alors, quand on traite chimiquement le varroa, on traite toujours en l'absence de hausse. Je vois qu'il y a une question. Durée de vie du varroa. La durée de vie du varroa. C'est une excellente question et je n'ai pas la réponse. Alors, moi, oui, je vais la voir. D'abord, la femelle ne rémerge pas. Alors, je n'ai pas tout suivi de ce que tu avais dit. Donc, la femelle infeste la cellule, pond ses œufs, mais elle ne ressort pas vivante. Elle ressortira vivante uniquement si elle n'est pas fécondée, parce que le premier œuf qu'elle va faire, c'est un mâle. Ouais. Elle va se faire féconder par son fils, va ressortir fécondée, mais elle n'aura qu'un cycle de reproduction femelle, en donnant donc des femelles. Ouais. Donc il est très très court et dans la littérature, j'ai dû trouver environ entre 45 et 60 jours
quand c'est fait. Donc c'est pour ça qu'en hiver, si vous débarrassez bien, il ne reste pas beaucoup de varroa phorétiques à la sortie de l'hiver, parce qu'il y a quand même beaucoup de chutes naturelles. L'hiver est rude pour les varrois, et encore plus dans les régions comme les nôtres, avec des vraies ruptures de ponte, où elle n'a plus de possibilité de se reproduire. Ce qui fait qu'il y a quand même un phénomène de se débarrasser. Alors, si le taux d'infestation est élevé au mois de novembre-décembre, il en restera assez pour contaminer les premiers couvains qui vont être pondus au mois de février. Par contre, sur un hiver un peu plus long, vous en avez moins. Donc, la durée de vie, c'est pas 6 mois. Hein. Ouais, je te laisse, ça c'est bon. Je continue. On traite toujours en l'absence de hausse, tout simplement pour éviter que les produits de lutte contre le varroa passent dans le miel. Alors, un truc extrêmement important, il faut toujours traiter avec des produits qui ont une AMM. L'AMM, c'est l'autorisation de mise sur le marché. C'est des produits qui ont été autorisés officiellement pour être utilisés dans ce but. Et donc, les préparations sans AMM sont explicitement interdites. Le service des fraudes a fait un rappel à la loi il y a quelque temps. Donc, veillez bien à utiliser des préparations avec AMM. Alors, on va voir quels sont les principes actifs de ces préparations. Ils sont de 3 types. Il y a 3 grands types actuellement autorisés en France pour lutter contre le varroa. Premièrement, les insecticides de synthèse. Donc, on appelle ça des acaricides, mais en fait, c'est des insecticides qui ont été développés pour tuer les insectes et qui sont utilisés à certaines doses, bien entendu, pour lutter contre le varroa. Donc, ces doses ont été choisies pour ne pas tuer les abeilles. Ils agissent par contact, mais ils n'arrivent pas à être présents dans les cellules operculées à une concentration suffisante pour avoir une action sur les varrois qui sont sur les larves. En gros, ils n'ont pas d'efficacité sur le couvain fermé. Et cette efficacité contre le varroa, elle repose surtout sur la différence de taille entre les acariens et les abeilles. Alors, il y a trois principes actifs actuellement autorisés en France, en ce qui concerne les insecticides de synthèse. Premièrement, le tofluvalinate, par exemple dans un produit qui s'appelle l'apistan, la mitraze, par exemple dans un produit qui s'appelle Apivar, et la flumétrine, qui est présente dans le produit Bevarol. Je ne suis pas sûr qu'elle soit présente dans un autre produit. Ce sont tous des neurotoxiques, donc ce sont des poisons nerveux, et c'est par ce biais qu'ils arrivent à tuer le varroa. Et ils présentent un avantage significatif, c'est qu'ils sont assez simples d'utilisation, et on les utilise environ pendant 14 à 18 semaines. Ils se présentent souvent, à l'exception du Bevarol, c'est un petit peu différent, mais l'apistan et l'apistar, c'est toujours des espèces de petites languettes en plastique qui sont imprégnées d'insecticides et qui s'insèrent entre les cadres. On les met au plus près du couvain, puisque c'est là en général qu'il y a une plus forte densité d'abeilles. On fait bien attention de ne pas les mettre aux 4 coins de la ruche, parce que sinon ça ne va pas servir à grand chose. À l'intérieur, au centre de la ruche, la concentration sera trop faible pour être efficace. Alors on le verra, hein, ça, on traitera les abeilles, on verra ça au rucher, on verra comment ça se passe. Deuxième grand type de produit, le thymol. Donc le thymol qui est présent par exemple dans un produit, dans une préparation qui s'appelle Thymovar. C'est un phénol, le thymol, qui est présent dans le thym, mais aussi dans d'autres plantes, et le mode d'action est assez mal connu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le thymol ne traite pas non plus le couvain fermé. Il agit entre 15 et 30 degrés, donc on ne peut pas l'utiliser à n'importe quelle température. Et il n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un produit naturel, mais il n'est pas totalement inoffensif sur les abeilles, puisqu'il a été montré en 2013 qu'il est moyennement toxique sur les larves d'abeilles. Alors ça ne veut pas dire que vous allez tuer vos abeilles avec le thymol, hein, pas du tout, mais simplement pour contrer un petit peu l'idée selon laquelle les produits naturels, ça peut être que bon pour les abeilles. Non, ce n'est pas le cas. Alors ici, je vous ai mis à titre d'illustration une préparation qui s'appelle Happy Life Bar. C'est des espèces de petites éponges qui se mettent sur la tête des cadres. Troisième grande famille de produits qu'on utilise contre le varroa, les acides faibles.
Alors attention, acide faible, ça ne veut pas dire qu'on peut mettre les mains dedans, hein. Ça veut simplement dire que c'est moins corrosif que l'acide chlorhydrique, mais ça se manipule bien entendu avec la protection correspondante, surtout avec des gants qui résistent aux produits chimiques. Plusieurs types de préparations sur le marché, comme par exemple Varomed, c'est de l'acide formique, l'acide formique c'est l'acide des fourmis, plus de l'acide oxalique ou oxybi qui lui ne contient que de l'acide oxalique. Alors pour une liste exhaustive de tous ces produits, je vous renvoie au site de la FNOSAD. Donc je vous ai mis ici l'adresse. N'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est assez complet. Alors quand et comment traiter? Alors là, je vais vous renvoyer au protocole du GDSA départemental. Alors le GDSA, c'est le groupement de défense sanitaire apicole. Il y en a un par département. Et les protocoles de traitement et de suivi des populations de varroa diffèrent souvent entre les départements. Donc allez voir le site et les préconisations du GDSA de votre département pour en savoir un petit peu plus sur le protocole à suivre. Souvent, les matières actives sont différentes et les GDSA préconisent de changer d'une année sur l'autre, d'une année sur l'autre ou tous les 2 ans, les matières actives pour essayer d'éviter les phénomènes de résistance aux insecticides chez le varroa. Alors, puisqu'on est dans le chapitre sanitaire, on va voir maintenant les différentes maladies des abeilles. Donc, bon, le varroa, on peut considérer que c'est aussi une maladie, mais bon, c'est un parasite. Donc, j'ai fait un petit peu une différence là. Il y a différentes maladies des abeilles qui sont dues soit à des bactéries, soit à des virus, soit à des champignons. Pour toutes les maladies qu'on va voir là, il n'y a aucun traitement autorisé. Donc, surtout, n'essayez pas d'aller mettre, je sais pas, un antibiotique dans vos ruches. C'est absolument interdit et en plus, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, première maladie qu'on peut rencontrer, la nosémose. Alors, la nosémose, c'est l'infection par 2 organismes, Nosema apis ou Nosema serenae. Ce sont tous les 2 des champignons intracellulaires qui infectent les cellules du tube digestif des abeilles. Pour Nosema apis, les symptômes sont assez caractéristiques, c'est une diarrhée. Donc ici, à titre d'illustration, je vous ai mis le devant d'une ruche qui a été infectée par Nosema apis. Donc on a des traces brunes comme ça sur le devant de la ruche, sur la planche d'envol, qui sont assez caractéristiques. Ici, on a un gros plan sur l'aspect de cette diarrhée. Nosema serranae conduit à une nosémose, mais c'est une nosémose qui est dite asymptomatique, puisque dans ce cas-là, on n'a pas de diarrhée, on a des abeilles qui on voit des abeilles qui ont l'abdomen enflé, et puis un petit peu crispé. Bon, c'est moins caractéristique que la diarrhée due à Nosema apis, mais ça peut quand même arriver. Alors, quand on a un problème comme ça, le meilleur moyen, c'est de nourrir et de mettre la ruche, si ce n'est pas déjà le cas, au soleil. Deuxième maladie, alors là, beaucoup plus grave. Alors, autant la nosémose, on peut arriver à s'en sortir sans trop de problèmes. La loque américaine. Alors, la loque américaine, c'est ce qui peut arriver de pire dans un rucher. C'est une maladie qui est due à une bactérie qui s'appelle Panibacillus larvae. C'est une maladie du couvain et la caractéristique de cette maladie, c'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive à la reconnaître, c'est que quand on touche une larve infectée et qu'on retire, donc on touche, là je pense, ça doit être des petites pincettes ou avec une allumette, et on retire l'allumette, ça fait un fil. Hein, on dit que la larve est filante. Et en général, on a une odeur caractéristique de poisson pourri, colle forte, de colle de poisson, enfin quelque chose de très inhabituel pour la ruche. Là, pareil, il n'y a absolument rien à faire.
La meilleure des choses à faire, c'est de soufrer les colonies. Soufrer les colonies, ça veut dire tuer les abeilles avec du soufre. Je vous montrerai comment, plus tard, comment on lutte contre la fausse teigne avec ces petites mèches de soufre. On peut tuer aussi les abeilles avec ce soufre, donc il faut soufrer les colonies pour les tuer, il faut brûler les cadres, brûler le couvain. À la limite, on peut garder la caisse en la désinfectant très très soigneusement au chalumeau, et il y a une obligation de déclaration aux autorités sanitaires. Et une interdiction, bien évidemment, de bouger les ruches dans un cas comme ça. Donc pas de transhumance avec des ruches loqueuses. Alors c'est une maladie qui est soumise à déclaration parce qu'elle est extrêmement contagieuse. Hein, c'est pas à prendre à la légère. Donc si vous avez le cas dans un de vos ruchers, prenez-le au sérieux, traitez-le comme il se doit, n'essayez pas de récupérer les abeilles, le couvain, ça ne vaut pas le coup, vous allez avoir des problèmes à n'en plus finir. Donc il vaut mieux éradiquer les colonies touchées et repartir sur du propre. Deuxième type de loque, la loque dite européenne. Donc là, c'est aussi une bactérie, c'est une bactérie différente. Alors là, c'est un problème qui est considéré comme moins aigu. Il n'y a pas d'obligation de déclaration. Les symptômes sont différents. Donc, on n'a pas de larves filantes. On a des larves qui changent de couleur. Alors souvent, elles deviennent un petit peu translucides ou jaunâtres. Elles s'affaissent un petit peu sur elles-mêmes, et puis le couvain fermé qui est touché a tendance au niveau de l'opercule à s'affaisser également. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux se débarrasser de tout le couvain touché et de repartir sur des bases plus saines. Bon, pas besoin de souffrir les colonies, de brûler les cadres dans ce cas-là, mais débarrassez-vous du couvain. Brûlez au moins les cadres de couvain qui sont infectés. Ensuite, on a une maladie qui s'appelle la maladie du couvain plâtré. Alors, voilà, je pense que la diapo devrait arriver. Maladie du couvain plâtré. Elle porte bien son nom, cette maladie, parce qu'on a l'impression que le couvain est remplacé par un petit morceau de plâtre. Hein, on voit ici l'aspect que ça peut avoir. Alors, on a soit du blanc, soit du noir. Quand vous avez une larve qui a séché et qui est recouverte de petits granules noirs, là, c'est aussi du couvain plâtré. La couleur noire vient des spores. Donc là, la larve infectée est infectueuse, alors que dans les deux cas, sur les côtés, là où on a un espèce de plâtre blanc, la matière n'est pas infectieuse. Quatrième type de maladie des abeilles que je voudrais vous montrer, c'est le couvain saciforme. Donc, le couvain saciforme est dû à un virus, et quand on essaye d'attraper la larve et qu'on essaie de la sortir de son alvéole, ça fait comme un petit sac. D'où le nom couvain saciforme. Alors pour toutes ces maladies, donc pas de traitement chimique possible. La meilleure des choses à faire, c'est de travailler en prévention, donc essayer de ne pas avoir les maladies. Et pour arriver à cet objectif, il faut veiller à ce que vos abeilles aient de la nourriture suffisante, de la nourriture variée. Donc attention, la nourriture, c'est le nectar, mais c'est aussi le pollen. Donc veillez à ce qu'elles aient tout ça. Il faut absolument limiter l'humidité, donc jamais des ruches placées au nord, et le mieux c'est de les exposer plein sud, vous les mettez au soleil, et donc là, si toutes les conditions sont réunies, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que dans une ruche, on a beau avoir de la propolis, c'est pas une salle d'opération, c'est pas stérile à l'intérieur. Un certain Lambert en 2012 a montré que les spores j'ai un N, ça devrait être un A, les spores de A. serenae, Apis, non. Ouais, non, si c'est ça, c'est Nosema apis, Nosema serranae. Les spores de Nosema serranae sont présents dans 75% des colonies. Et les spores de Paedibacillus larvae sont présents dans 65% des colonies. Ça veut dire que dans vos colonies, vous avez déjà les spores. Donc ce qu'il faut faire, c'est absolument éviter d'avoir les conditions en termes de nourriture, en termes d'humidité et en termes d'exposition au soleil
qui favorisent le développement de ces spores. Mais elles sont déjà là. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de travailler stérilement dans les ruches. Alors, pendant qu'on est dans le chapitre hygiène de la ruche, je vais attendre que la diapo va arriver. Hygiène de la ruche, vous allez voir au bout de quelques années, les rayons que les abeilles construisent, les rayons sont d'abord blancs quand la cire est toute neuve, ensuite elle devient un petit peu jaune et puis avec le temps elle devient toute noire. Donc les rayons noirs, en fait c'est des poussières qui s'accumulent dans la cire parce que les abeilles vont se balader un peu partout, puis après elles se promènent sur les rayons et elles déposent des poussières avec leurs pattes. Les rayons noirs sont plus chargés en germes pathogènes et en contaminants chimiques que les neufs. Donc, c'est mieux de veiller à faire un renouvellement des cadres à partir du centre. Alors, renouvellement des cadres à partir du centre, on verra ça dans les séances pratiques, ce que ça veut dire. Et pour arriver à s'y retrouver, c'est mieux de marquer les cadres en fonction des années. Donc, vous pouvez choisir un petit système avec, je sais pas moi, 2021 c'est du rouge, ou alors vous suivez le système de marquage des rennes, on va en parler dans... On a déjà parlé du système de marquage des rennes, il me semble pas. Hein. Non, pas encore. On en parlera dans quelques temps. Donc comme ça, vous savez où vous en êtes. Par exemple, 2021 c'est le rouge, 2022 c'est du bleu, etc., etc. Et vous pouvez arriver à reconnaître l'âge des cadres comme ça dans votre ruche. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que des cadres noirs, ça ne va pas vous causer automatiquement des maladies. Hein. Il y a des tas de colonies d'abeilles qui sont très très saines sur des cadres tout noirs. Mais bon, tant que faire se peut, essayons quand même de mettre les abeilles dans les meilleures conditions pour vivre. Alors, quand on veut désinfecter les caisses, le meilleur moyen, c'est de faire une aseptisation au chalumeau. Donc là, on brûle l'intérieur du bois, on brûle vraiment jusqu'à ce que ce soit noir. Et là, normalement, il n'y a plus rien qui survive. Pour les ruches en plastique, évidemment, on ne peut pas utiliser de chalumeau. Donc, dans ce cas-là, on utilise un Karcher chaud ou l'eau de javel. L'eau de javel, ça va très bien. Vous désinfectez bien, vous rincez bien, que ça ne sente plus l'eau de javel, et ça désinfecte aussi très bien de cette manière. Voilà pour ce qui est de l'hygiène de la ruche. Mais on n'en a pas fini avec les bestioles qui nous cassent les pieds. Et on va parler maintenant des prédateurs de l'abeille. Alors, là pareil, varroa est assez connu. Une autre bestiole qui est aussi beaucoup connue parce qu'on en parle beaucoup dans les médias, c'est le frelon asiatique. Alors, frelon asiatique, de son nom latin, Vespa velutina. À ne pas confondre avec le frelon européen, qui lui s'appelle Vespa crabro, avec 2 R. Alors ici à gauche, Vespa velutina, avec beaucoup de noir et des fesses oranges. Et Vespa crabro, qui lui est un peu jaune, un peu noir et un peu rouge. Alors quand on les voit en vol, et quand on voit un frelon européen, ce qu'on remarque surtout, c'est du rouge. Quand on voit un frelon asiatique en vol, on remarque surtout du noir. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le frelon asiatique est plus petit que le frelon européen, mais il est également aussi beaucoup plus agile. Donc un frelon qui peut se retourner sur lui-même et qui fait des zigzags, des allers-retours, c'est un frelon asiatique. Un frelon qui vole plutôt en ligne droite et qui a du mal à prendre les virages, c'est du frelon européen. Le frelon européen est beaucoup moins agile que son cousin asiatique. Alors, Vespa velutina, alors, oui, je vois qu'il y a des questions. D'accord, je finis la diapo, on va revenir sur les questions. Vespa velutina a été détecté en France entre 2004 et 2005 et il a été déclaré danger sanitaire de 2e catégorie par les autorités en 2012. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une différence d'échelle entre l'arrivée d'un insecte potentiellement nuisible et la vitesse de réaction de l'être humain. Donc il nous vient de Chine, il a été importé fort probablement avec une cargaison de poterie en provenance de Chine. Et en 2006 déjà, il y a une publication du Muséum d'histoire naturelle qui mentionnait, j'ouvre les guillemets,
À cette date, l'ampleur de l'invasion est telle que toute tentative d'éradication de Vespa velutina semble devenue inutile, fermez les guillemets. Donc il est arrivé entre 2004 et 2005. En 2006, le Muséum d'histoire naturelle disait bon, c'est même plus la peine de penser à l'éradiquer, c'est déjà trop tard. Donc on voit la vitesse de propagation de l'insecte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, l'être humain n'a jamais été en mesure de s'opposer à l'invasion par un vespidé. Le vespidé, c'est les frelons et les guêpes. Donc, on ne sait pas faire. S'il y a un vespidé qui s'implante quelque part, tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de gérer le problème, mais c'est même pas la peine d'essayer de penser à l'éradiquer. Alors, je fais une courte pause pour répondre aux questions. Je vois que Vincent nous demande quelle est la durée d'utilisation des cadres. Quelques années. Ah, vous pouvez... Oui, Jean-François confirme. Alors, je ne sais pas ce qu'il entend pour durée de cadre. C'est-à-dire que dans une ruche, ça serait bien de faire une rotation, si on parle d'un cadre, maximum 5 ans, on va dire entre 3 et 4 ans, c'est bien, 5 ans. Comme disait François tout à l'heure, ils vont être noirs, lourds, chargés peut-être de spores plus ou moins infectieux. C'est voilà, bien de faire une rotation. Et les abeilles, vous verrez quand vous ferez les cadres cirés, elles ont besoin de cirer. C'est pas voilà. Changer les cadres, c'est aussi lutter contre l'essaimage. Parce que pendant qu'elles sont occupées à étirer des cadres, ça leur fait consommer un peu de nectar, ça les occupe, ça leur fait de la place, et automatiquement, on ralentit les risques d'essaimage. Mais si on parle du cadre en lui-même, ça veut dire la bâtisse en bois avec le fil. Alors le fil en inox, c'est possible que s'il a cassé quand vous avez refondu le cadre, donc la cire, vous serez obligé de retendre ou de changer le fil inox. Mais le montant en bois, nous avons des cadres qui ont 10, 20, 30 ans. Ils sont tout propolisés, donc ils ne pourrissent pas dans la ruche. Des fois, on peut les casser avec le lève-cadre parce qu'ils étaient trop collés avec la propolis, puis du coup, ça casse la tête de cadre. Mais autrement, le cadre, je veux dire, si on en prend soin, il dure longtemps. Pas aussi longtemps qu'un corps de ruche, qui peut bien vous faire 30-40 ans, un corps de ruche. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu dans une société de consommation où on prend même plus le temps de retendre le fil d'inox et de gratter le cadre et de désinfecter. On le met au feu et on repart à zéro. Mais autrement, des bons cadres anti-gueule, c'est quand même dommage de les détruire et ils peuvent bien avoir plusieurs vies dans la même ruche. Voilà. D'accord. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les frelons asiatiques. Marie-Pierre nous demande quels sont les prédateurs de ce frelon asiatique. Alors, je pense que c'est les mêmes prédateurs que le frelon. Alors, on va trouver par exemple un oiseau qui s'appelle le guépier, qui a un très long bec, qui vit plutôt dans le bassin méditerranéen, ou la bondrée apivore, qui ressemble un petit peu à une ruche et qui se nourrit de ce genre d'insectes. Bon, c'est sûr qu'ils n'ont pas énormément de prédateurs parce que c'est des insectes qui sont assez rapides et puis personne n'a envie d'aller s'attaquer à un nid de frelons. Donc voilà. Alors après, Denise, que doit-on faire lorsqu'on découvre des frelons asiatiques? Alors là, on vous a parlé tout à l'heure au niveau des traitements varrois de se rapprocher des GDS. Idem pour le frelon asiatique. Chaque département a eu un peu sa politique ou a sa politique. Alors je peux parler sur le département de l'Ain, on a une très bonne équipe et on s'occupe du frelon asiatique. Donc on le signale à notre GDS et on a mis par canton 2 référents qui vont voir si c'est bien identifié, si c'est bien des frelons asiatiques. Et après, on a un intervenant qui vient détruire le nid. Alors, détruire, il faut le trouver. Alors, des fois, bien souvent, les signalisations, c'est on a trouvé des frelons qui tournaient autour des ruches. Ils vont identifier si c'est bien du frelon asiatique. Dans l'un, on les capture, on les libère un par un, on les suit à la trace. Et entre 24 heures et une semaine, on arrive à découvrir le nid. Et là, on intervient pour la destruction du nid. Je sais que sur le Jura, ils sont en train de le mettre en place. Voilà. Mais il y a des départements qui se sont mobilisés pour vraiment lutter contre le frelon, d'autres moins. Mais voilà, si vous découvrez un nid de frelon asiatique ou trouver des individus sur les ruchers, il faut se rapprocher du GDS, il y a quelque chose à faire.
Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer un petit peu mon speech sur les prédateurs de l'abeille, et puis après, on fera une séance de questions, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions Ouais, bon, qui sont partiellement sur des thèmes qu'on a déjà vus avant. Donc, voilà, on va essayer de finir déjà ça, parce qu'en plus, il va y avoir des questions auxquelles j'avais prévu de répondre dans les diapos suivantes. Donc, je reste sur cette histoire de frelons asiatiques. Alors, au point de vue de la biologie, on va survoler un petit peu la biologie du frelon asiatique. Le frelon asiatique ne passe pas l'hiver comme les abeilles sous forme de colonies, c'est simplement la reine fécondée, enfin les reines fécondées, qui passent l'hiver toutes seules sous un tas de feuilles n'importe où. Et quand les beaux jours reviennent, elles émergent de leur sommeil. Et comme elles sont déjà fécondées, elles sont déjà toutes prêtes à pondre. La première chose qu'elles font, c'est qu'elles font un nid primaire, donc c'est un petit nid, pas très haut, et elles y pondent des œufs qui se transforment en larves. Elles vont chasser elles-mêmes pour nourrir leurs larves. Et la technique de chasse du frelon asiatique, je vous ai mis ici la photo en haut, c'est simple, le frelon fait du surplace en face des ruches, et le dos à la ruche, et il attrape les abeilles qui arrivent, qui ralentissent leur vol pour se poser sur la planche d'envol. Et donc là, les abeilles sont plus faciles à attraper parce qu'elles vont moins vite. Il chope une abeille, il va se poser à côté, il coupe la tête, il coupe l'abdomen, les pattes, les ailes, et il broie le thorax pour en faire une boule protéinée, puisque vous vous souvenez que c'est sur le thorax qu'il y a les appendices locomoteurs. Et donc il y a tous les muscles pour actionner ces appendices locomoteurs, et donc le thorax est très riche en protéines. Il fait une petite boule de protéines et il va directement au nid pour nourrir les larves. Quand il y a assez d'individus dans les larves, dans les nids, tout le monde migre et toute cette petite famille de frelons fait un nid secondaire qui se trouve souvent au sommet des arbres. Et là, le nid secondaire est beaucoup, beaucoup plus gros. Et il peut accueillir jusqu'à 1500, 2000 frelons quand la colonie est au summum de son développement. Alors, comment faire pour se dépatouiller d'un problème de frelons? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pas parce que vous avez un nid juste à côté de chez vous que vous allez avoir des frelons, premièrement. Et deuxièmement, si vous avez des problèmes de frelons, vous allez avoir du mal à trouver le nid, justement, parce que le nid est au sommet des arbres, et à cette époque-là de l'année, il y a des feuilles partout sur les arbres, et on voit mal les nids, souvent on ne les voit pas. Alors, comme vous a dit Jean-François, si vous trouvez un nid, bon, ben, vous prenez contact avec le GDSA, qui va faire le nécessaire pour détruire le nid. Surtout, vous n'essayez pas d'intervenir vous-même. Premièrement, vous risquez de vous casser la figure parce que le nid est trop haut. Et deuxièmement, vous risquez de vous faire attaquer par les frelons parce que c'est une espèce de vespidé qui est extrêmement réactive. Et quand il pense qu'il y a un problème, tout le monde sort du nid pour aller attaquer. Donc ça peut se terminer très mal. Il y a des cas de mortalité tous les ans. Donc n'intervenez pas vous-même. Surtout, n'essayez pas d'intervenir avec des amis chasseurs qui vont essayer de détruire le nid avec des fusils. Tout ça, c'est à bannir. Laissez faire le GDSA qui, lui, sait comment procéder. Alors, la seule chose qu'on peut essayer de faire en tant qu'apiculteur quand on a des problèmes avec du frelon asiatique devant la ruche, c'est de construire ce qu'on appelle une muselière, qui n'est rien d'autre qu'une espèce de cage avec du grillage qu'on met sur le devant de la ruche, juste devant l'entrée. Ça permet aux abeilles de rentrer et de sortir parce qu'elles sont assez petites pour passer entre les mailles du grillage. Par contre, ces mailles sont trop petites pour laisser passer le frelon, donc le frelon est obligé de se balader autour. Et là, c'est beaucoup plus dur pour lui d'attraper les abeilles parce que quand elles arrivent trop vite et elles ralentissent juste à la fin. Et donc là, il va essayer un peu de choper des abeilles, sûrement avec succès, mais beaucoup moins que son muselière. Alors, la muselière, c'est un pis-aller, hein, mais on n'a pas d'autre solution pour essayer de s'en sortir. Deuxième avantage de la muselière, c'est qu'il éloigne le ou les frelons de l'entrée. Les abeilles le voient beaucoup moins, et donc elles sont plus encouragées à mener leur vie normale, plutôt que si le frelon est sans arrêt en train de tourner devant l'entrée, là, la vie de la ruche s'arrête, parce que les abeilles le voient, ou les voient, et elles ne rentrent plus, elles ne sortent plus, et donc la colonie périclite, simplement parce qu'il n'y a plus assez de ressources qui rentrent dedans. Voilà, mais ça peut être un problème, ce frelon, à certains endroits. Moi, j'en ai vu cette année devant mes ruches. C'est la première année où j'en voyais, j'en ai vu 2.
sur 2 ruchers, mais c'était vraiment du ponctuel. J'en ai jamais vu qui tournaient devant mes entrées de ruche pour attraper les abeilles. Mais ça peut changer à tout moment. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas eu de frelons jusque-là que vous en aurez jamais, et inversement. Alors, je continue sur ma lancée, et quand on changera de chapitre, je traiterai les questions. On va finir par les parasites de la ruche. Alors là, on n'est plus dans les maladies, c'est plus du tout grave. Hein, les parasites de la ruche, c'est parfois embêtant, mais c'est pas du tout grave. Premièrement, la fausse teigne. Fausse teigne, c'est une espèce de petit papillon de nuit. Je vous ai mis une photo là sur la gauche. Un papillon de nuit tout gris, qui n'a rien de spectaculaire. Il y a 2 espèces, une grosse, une petite. Galeria melonella, c'est la plus grosse, c'est celle qu'on rencontre le plus souvent. Alors, le papillon en lui-même, ce n'est pas un problème, c'est la larve. Donc, la larve de ce papillon se nourrit de la cire et de tout ce que contient les alvéoles. Donc, par exemple, les petites membranes qui sont laissées par les abeilles qui émergent, les abeilles qui naissent, qui émergent de leurs alvéoles, laissent toujours une petite membrane à l'intérieur de l'alvéole, qui est riche en éléments nutritifs pour ces larves. Et quand les larves commencent à attaquer un rayon, elles mangent tout ce qui est à l'intérieur. Donc elles ne mangent pas les abeilles, évidemment, hein, mais elles mangent tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est pollen, reste de couvain séché, enfin tout y passe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la fausse teigne ne va jamais s'attaquer à une ruche qui pète la forme, hein, parce que les abeilles ne laissent pas rentrer le papillon, et elles savent très bien se défendre contre les larves. Par contre, une ruche qui va très mal, par exemple une ruche bourdonneuse en fin de vie, sera très sensible à une attaque de fausse teigne parce qu'elle n'aura pas les capacités pour se défendre, il n'y aura pas assez de personnel pour arriver à éliminer les larves. Et puis surtout, les victimes typiques de ces larves de fausse teigne, ce sont les cadres bâtis qu'on essaye de garder, par exemple des cadres de corps, qu'on utilise pour refaire des colonies à la belle saison. Alors, eux, ils sont à risque d'être attaqués par la fausse teigne puisqu'il n'y a plus du tout d'abeilles dessus. Alors, comment on fait pour garder ces cadres? Alors, il y a 2 grandes possibilités. Premièrement, on stocke les cadres en faisant des cheminées, on les empile les uns contre les autres et on les conserve comme ça. On y reviendra plus tard par la suite, donc je ne m'attarde pas sur le sujet. On peut aussi les mettre dans un congélateur allumé. Alors ça marche très bien évidemment, puisque personne, le congélateur allumé, il fait moins 16 ou moins 12, personne ne peut aller pondre là-dedans. Et pour éradiquer des larves de fausse teigne qui sont déjà présentes sur des cadres, on utilise des mèches soufrées. Là pareil, j'ai une diapo qui vous explique tout ça par la suite, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Et puis une petite bestiole qu'on rencontre de temps en temps, c'est le sphinx tête de mort. Alors c'est pareil, c'est un papillon de nuit, c'est un gros papillon de nuit. On l'appelle sphinx tête de mort parce que sur le dos du thorax, il y a un petit dessin qui rappelle un petit peu une tête de mort. Alors lui, on le reconnaît bien parce qu'il est assez sombre et puis il a l'abdomen et des parties d'ailes là sont orange. Et alors, lui, ce qu'il aime bien, c'est le miel. Donc c'est un chapardeur de miel. Donc il ne vient pas s'attaquer à la cire, ni rien, il ne vient pas s'attaquer au couvain, il vient juste pomper du miel. Alors il arrive souvent que ce monsieur rentre dans les ruches, et comme il a un pelage très très dense, il ne se fait pas piquer, mais pour repartir c'est plus dur, parce qu'il rentre dans les ruches, il pompe du miel, il s'alourdit beaucoup, et il n'arrive pas à sortir de la colonie. Et des fois, on retrouve des cadavres de sphinx tête de mort, là, toutes propolisées, qui n'ont pas réussi à ressortir après leur forfait. Donc même si vous en voyez tourner autour de vos ruches, c'est pas grave du tout, ils viennent pomper un peu de miel, c'est pas un souci, mais j'en parle parce que des fois, on se demande ce que c'est que cette bestiole. Alors, voilà, je vais essayer de répondre. On va faire une petite séance question. Je crois qu'il y avait des pesticides. Ouais, je les ai vus. Attends, je vais remonter un peu. Oui, les pesticides. Bon, bah, je vais répondre
Voilà. Peut-on déclarer une intoxication aiguë? Alors on change un peu de chapitre, hein, c'est peut-être plus ces parasites, mais peut-on donc déclarer une intoxication aiguë par un pesticide et à qui? Oui. Donc il faut savoir qu'en France, il y a ce qu'on appelle donc un organisme qui c'est surveillance des troubles mortalité des abeilles. Alors, dire tout de suite que c'est des pesticides, non, mais c'est des soupçons ou dire que c'est des mortalités un peu non expliquées. Et à ce moment-là, soit il y a des ADA, donc ADA c'est donc des associations de développement de l'apiculture, hein, il y en a en haut, donc il y a la DAORA, donc Rhône-Alpes, Auvergne, il y a l'ADA BFC pour la Bourgogne-Franche-Comté. Sinon, vous vous adressez donc à ce qu'on appelait avant la DSV, Direction des services vétérinaires, et qui est devenue depuis quelques années la DDPP, où ils gèrent toutes les mortalités des abeilles. Et là, eux, ils vont venir avec les techniciens faire des prélèvements et après faire les analyses. Il y a toujours une enquête, un peu comme une enquête de gendarmerie, mais là, c'est par rapport donc, à nos fonctionnaires, où ils vont tourner autour. Il y a souvent, à proximité, dans un rayon de 1 km, on va voir que c'est une culture qui a été sulfatée pendant la floraison. Des fois, on n'arrive pas à savoir. Ils arrivent à identifier le neurotoxique ou le pesticide qui a pu s'attaquer, détruire une partie de la colonie, mais on n'arrive pas à identifier la source d'où ça vient. Mais on peut le faire, donc les services vétérinaires, donc, la direction départementale de protection des populations, la DDPP. Voilà. Bon, après, il y a une petite question technique sur la diaporama, parce que c'était le PDF, c'était partiel. Oui, Là, il n'y a pas tout envoyé. Non, on n'a pas tout envoyé dans des fiches qui manquent. le PDF. Ok. Désinfection des corps, ruches ou chalumeaux doit être faite tous les ans. Non, généralement, quand la colonie vient à péricliter, à disparaître, la ruche est ramenée à l'atelier, comme on dit. Vous allez gratter tous les petits ponts de propolis, de cire qu'il va y avoir dedans. Changez vos cadres, et puis le corps de ruche, et ben, vous sortez votre chalumeau et vous allez désinfecter à ce moment-là. Mais j'ai envie de dire, une fois que vous avez votre colonie dedans, si elle est saine, populeuse, même qu'il y ait des présences de spores, s'il y a toutes les bonnes conditions d'élevage dedans, ça suffit. Hein. Vous n'allez pas vider votre essaim de la ruche pour désinfecter tous les ans. On ne fait pas le ménage comme ça. Dans les préconisation, quand on disait voilà, des ruches bien exposées, pas trop dans des coins ombragés, au fond des bois, tout humide, c'est des bons procédés pour protéger contre les développements de maladies. Sachez aussi que le renouvellement des reines. Une population avec une vieille reine, souvenez-vous, dès la 3e année, sa ponte peut chuter de 20 à 30%. Plus la colonie sera petite, moins il y aura des abeilles pour faire le ménage, et plus elle sera susceptible de développer des maladies. Hein, donc le renouvellement des reines fera que vous allez maintenir des populations, des colonies populeuses et automatiquement fortes pour lutter contre les présences de germes et de spores qu'il pourrait y avoir. Alors, Marie-Pierre nous demande où sont les nids, donc je pense que c'est les nids de frelons asiatiques, dans les greniers, dans la terre. Alors, les nids de frelons asiatiques, il y a 2 types de nids, on a vu. Hein. Il y a les nids primaires, les nids secondaires. Les nids primaires, en général, ils sont plutôt bas et ils sont petits. Donc ça peut être par exemple dans un bâtiment qui est peu utilisé ou sous un toit ou des choses comme ça. Alors, ce qui est vraiment dangereux, c'est le nid secondaire, parce que lui, il peut contenir énormément d'individus, et lui, il est principalement en haut des arbres, mais il arrive aussi, attention, qu'il soit à hauteur d'homme, voire par terre. Et il y a eu au moins 1 ou 2 cas de mortalité, je ne sais plus exactement, il me semble 2 cas de mortalité l'année dernière, de personnes qui ont été attaquées par des frelons asiatiques, parce que le nid était à hauteur d'homme, et la personne avait vraisemblablement touché le nid, ou c'était approché un peu trop près. Alors, si vous voyez un nid, peu importe où il est, il ne faut absolument pas dépasser à peu près 5 mètres. Si vous approchez à moins de 5 mètres, le frelon considère que vous êtes une menace et tout le monde sort. Donc, le mieux, c'est de rester le plus loin possible. Vous appelez les services compétents et vous faites éliminer le nid. Stéphane nous dit, j'en ai trouvé un coincé dans la grille à frelons.
Ah, la grille au frelon, alors c'est peut-être l'entrée verte de Nico, non? Ah, peut-être. Donc impressionnant comme insecte. Oui, oui, alors ils sont pas très gros, mais ils sont très très Mobile. très très mobiles. Ouais. Est-ce qu'avec notre combinaison, le frelon peut nous piquer? Oui, oui, oui. Le dard du frelon, qui doit être de... C'est quoi? C'est pas 5 mm, 7 C'est un mm? poussette, ouais, je crois. Ça traverse très facilement les combinaisons apicoles. Hein. Donc surtout, ne pensez pas que vous êtes protégé du frelon. Vous êtes protégé des abeilles, oui, mais pas du frelon. Ok, alors je continue. On a vu différentes choses qui pouvaient être embêtantes, mais néanmoins gérables. Donc on va continuer. Toujours dans le même optique, des choses embêtantes, mais qui sont gérables. Donc là, on peut être face à un problème qui peut survenir avec les abeilles elles-mêmes et qui s'appelle le pillage. Alors c'est une situation dans laquelle il faut essayer de ne pas rentrer. Qu'est-ce que le pillage? C'est des choses qui arrivent surtout dans les périodes de disette. Alors typiquement en août, hein, quand il n'y a plus rien, tout est brûlé dehors, il n'y a plus de fleurs, il n'y a vraiment plus rien. Et il y a beaucoup d'abeilles. Et donc, toutes les abeilles sont à la recherche de la moindre goutte de nectar, de sirop, d'eau sucrée ou de miel. Donc, le pillage, c'est quand des abeilles d'une ou plusieurs ruches vont se servir toutes seules dans une autre ruche. Et dans ce cas-là, le but du jeu, c'est de sortir tout le miel et le ramener dans leur propre ruche. Alors, il y a deux types de pillage. Un qui est chronique, donc c'est un phénomène de basse intensité, qu'on appelle également pillage silencieux. Alors ça, on ne s'en rend pas forcément compte, hein, des abeilles qui rentrent et qui sortent et qui n'appartiennent pas à la ruche pour aller chercher des réserves. Alors c'est pas trop un problème. Ce qui est vraiment un problème, c'est le pillage aigu, donc de haute intensité. Je vous ai mis ici une photo de ce qu'on peut voir. Donc c'est pas une ruche d'Adam, hein, c'est une Langstroth, donc c'est pour ça que les deux éléments ont les mêmes dimensions. Mais on peut voir que les pillardes sont attirées par l'odeur de miel et elles ne sont plus du tout en situation de réfléchir, si tant est qu'une abeille puisse réfléchir. Elles sont attirées par l'odeur de miel et ici elles s'accumulent, par exemple, aux interstices entre les deux éléments ou à l'interstice entre l'élément du haut et le couvre-cadre. Donc ça, c'est une situation typique. Quand on ouvre la ruche, on se retrouve avec tout un tas d'abeilles qui déchiquettent complètement les opercules et pompent le miel. Alors souvent, on a des bagarres aussi, parce que les abeilles de la ruche ne se laissent pas faire. Ça peut être un phénomène très moche à voir, avec tout un tas d'abeilles qui se bagarrent. Alors comment faire quand on se retrouve dans une situation comme ça? Alors on peut essayer de réduire ou de fermer les entrées. On peut placer une espèce de grille face à l'entrée de la ruche pour ralentir le mouvement. On peut mettre des branchages, des brindilles, on peut mettre des orties, toujours pour essayer de ralentir l'entrée des pillardes. On peut badigeonner le devant de la ruche avec du Vicks Vaporub pour essayer de couvrir l'odeur du miel. On peut également déplacer la ruche victime à plus de 3 km. Bon, déplacer la ruche victime à plus de 3 km, c'est vraisemblablement ce qu'il y a de plus efficace. Néanmoins, déplacer une ruche avec tout un tas d'abeilles autour, ça peut être dangereux. Donc, à y réfléchir 2 fois. Le mieux, c'est de ne pas se trouver dans cette situation. Alors, pour ne pas se trouver dans cette situation, on prend quelques précautions. Par exemple, on ne renverse pas du sirop en plein mois d'août dans le rucher, pour ne pas énerver tout le monde. On nourrit le soir, donc vous nourrissez quand il fait encore jour, bien sûr, de manière à ne pas vous casser la figure dans le rucher, mais un peu avant la tombée de la nuit, puisque les abeilles ne volent pas la nuit. Donc là, vous êtes sûr que tout le monde reste à la maison et il n'y aura pas de souci. Donc vous travaillez proprement, vous nourrissez le soir, vous ne laissez pas de hausse ouverte dans le rucher. Après avoir récolté le miel, vous ne remettez pas les hausses à lécher en plein milieu du rucher. Enfin, vous évitez tout ce qui peut entraîner un énervement des abeilles par rapport au miel. Et puis ce qui est bien aussi, c'est de réduire les entrées. Hein, il y a des réducteurs d'entrée, on les a vus
la première séance théorique, c'est là où c'est maintenant qu'il faut les utiliser. Hein. C'est déjà en août, vous réduisez les entrées, comme ça vous mettez les abeilles dans une situation où elles peuvent défendre l'entrée de leur ruche. Autre problème qu'on peut rencontrer avec les colonies d'abeilles, j'attends que la diapo arrive, les tapes dures. Autrement dit, les abeilles agressives. Alors agressives, moi j'aime pas trop le terme, c'est surtout les abeilles qui sont extrêmement défensives, hein, qui défendent leur colonie, souvent au-delà de la ruche. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces colonies? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le comportement défensif augmente au cours de la saison. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Hein, votre colonie, qui était super sympa en avril, devient beaucoup moins sympa en août. Il y a deux raisons à ça. Premièrement, il y a beaucoup plus de monde à l'intérieur, puisqu'on est bien avancé dans la saison et que la colonie est à son maximum en juillet-août. Et deuxièmement, il y a du miel et la colonie est bien décidée à défendre ses réserves. Donc ça, c'est normal de voir un comportement qui devient plus défensif au cours de la saison. Mais il y a des colonies qui sortent du lot et qui sont très défensives tout le temps. À quoi on reconnaît ce comportement défensif? C'est tout simple, vous ouvrez, vous enfumez un petit peu, et malgré le léger enfumage, vous avez des sorties en escadrille. Donc vous voyez que ça sort, ça vole. Ça tape contre la grille de protection faciale ou contre le voile. Ça pique aussi, bien sûr. Parfois, vous avez des poursuites. Donc, quand vous quittez le rucher, les abeilles vous poursuivent. Et dans les cas les plus extrêmes, vous avez des agressions dans le jardin. Alors, vous n'avez même pas été voir ce qui se passe dans les ruches. Ça, je l'ai eu à la maison. Donc, vous sortez dans le jardin, vous allez tailler vos fleurs, vous grattez le jardin potager, et il y a une ou deux abeilles qui viennent et qui vous piquent à la figure. Donc, dans ce cas-là, il faut absolument réagir, vous ne pouvez pas rester comme ça. Donc, l'origine de ce comportement, il est de deux types. Il est surtout génétique, et puis il peut aussi être d'origine environnementale. Alors, je fais un petit aparté. Quand vous avez une colonie très très défensive, vous pouvez sentir une odeur de banane. Et l'odeur de banane vient d'un composé qui s'appelle l'acétate d'isoamyle. Et cet acétate d'isoamyle la même molécule se retrouve dans les phéromones d'alarme des abeilles. Donc souvent, quand vous ouvrez une ruche et que ça s'énerve un petit peu, ça sent la banane. C'est normal, ça veut dire qu'une ou plusieurs abeilles a émis des phéromones d'alarme. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve avec ce genre de candidat? Alors, c'est une situation que vous allez vraisemblablement rencontrer. On est toujours face à une colonie agressive à un moment ou à un autre. Alors, trois solutions. Premièrement, vous changez de rucher, vous mettez la colonie en question dans un autre rucher pour changer de comportement. Alors, ça peut marcher. Parfois, les colonies agressives deviennent beaucoup plus douces quand elles sont dans un autre environnement. Alors, on ne sait pas ce qui a bloqué, qui les a rendues agressives, mais le simple fait de changer d'environnement peut fonctionner. Deuxième solution, changement de rucher pour éviter les problèmes avec les voisins. Donc là, vous n'espérez pas un changement de comportement, vous déplacez le problème ailleurs, en pleine forêt par exemple, là où il n'y a pas de voisins, et vous êtes sûr que votre tape dure ne gêne personne. Troisième solution, vous changez la reine. Alors ça c'est radical, hein, vous trouvez la reine après division. Alors pourquoi après division? Simplement parce que quand on divise, on arrive mieux à régner. Donc vous coupez votre colonie en deux, vous en mettez la moitié dans une ruchette à 15 mètres, et puis vous cherchez la reine, vous la tuez et vous la remplacez par une autre reine. Voilà, alors ça marche très bien. C'est ce que je vous recommanderais de faire si vous n'avez pas la possibilité de faire les deux solutions avant. Alors, ne prenez pas le problème à la légère. Si vous avez des abeilles qui vous poursuivent, notamment dans le jardin, alors que vous n'avez pas été au rucher, ça peut être un problème pour vous, ça peut être un problème pour vos enfants, ça peut être un problème pour vos animaux, ça peut être un problème pour les voisins. Donc, il faut agir dans ce cas-là.
Alors, on en a fini avec les petits problèmes qu'on peut rencontrer. Maintenant, on va passer aux techniques apicoles. Quand et comment ouvrir une ruche? Alors, si vous voulez ouvrir une ruche, il faut toujours que ce soit dans un but précis, hein, que vous voulez répondre à une question précise. Je dis n'importe quoi. Ma ruche est-elle bourdonneuse? Ou ma ruche a-t-elle encore du pollen? Ma ruche a-t-elle encore du miel? Etc. Donc, pour faire ça, évidemment, il faut ouvrir. Vous voulez faire une multiplication, vous voulez faire n'importe quoi qui va dans ce sens-là, vous êtes obligé d'ouvrir. Surtout, n'ouvrez pas simplement pour voir ce qui se passe, entre guillemets. Hein, ça ne sert à rien. Et vous pouvez tout à fait avoir une idée de ce qui se passe si vous regardez ce qui se passe au trou de vol. Il faut toujours ouvrir par temps ensoleillé, jamais ouvrir par temps orageux, puisque le temps orageux énerve les abeilles. Hein, donc vous attendez une belle journée ensoleillée et vous ouvrez à ce moment-là. Ce qui est bien aussi, c'est d'arriver à déterminer le moment de la journée qui va le mieux. Alors ça, c'est pas vrai pour... Enfin, ça va pas être le même moment pour toutes les colonies. Hein, certaines vont bien aller le soir, d'autres vont bien aller le matin, etc. En général, il est déconseillé d'ouvrir le soir puisque tout le monde est à la maison. Hein, à 8 heures, les butineuses sont rentrées et la ruche sera pleine de butineuses, notamment des butineuses âgées et celles qui réagissent le plus. Le plus vite, ce sont les butineuses âgées. Donc laissez aller les butineuses âgées au champ et ouvrez pendant qu'elles ne sont pas là. Il est recommandé de faire un enfumage léger au début, sauf si c'est une colonie très défensive. Là, il faut mettre un peu plus le paquet sur la fumée, mais ce n'est pas la peine d'enfumer comme un fou dès le départ. Vous allez obtenir l'effet inverse que celui que vous recherchez. Mais même si vous n'enfumez pas, alors ça peut arriver qu'il y ait des colonies que l'on peut ouvrir sans être obligé d'enfumer. J'en ai. Mais il faut toujours avoir l'enfumoir qui fonctionne à côté de vous. Donc l'enfumoir allumé depuis un quart d'heure à côté de vous. Alors pourquoi depuis un quart d'heure? Tout simplement parce qu'au bout d'un quart d'heure, vous êtes sûr que l'enfumoir continue de fonctionner. Il n'y a rien de pire que de se retrouver avec des cadres dans la main, une colonie qui s'énerve et un enfumoir qu'on découvre éteint à côté de soi. Je le sais parce que ça m'est arrivé aussi. Donc surtout, assurez-vous que votre enfumoir fonctionne, qu'il soit bien chaud, et vous le gardez allumé à côté de vous à portée de main. Parce qu'il faut pouvoir réagir en cas de problème. Évitez de porter du parfum, puisque c'est une odeur qui peut être perçue par les abeilles, et puis elles peuvent confondre certaines composantes du parfum avec des phéromones d'alarme, donc évitez de vous retrouver dans cette situation-là. Et n'oubliez pas de porter votre protection complète dans tous les cas, bottes, combinaisons, aumes et gants. On a quelques questions. Quelles sont les causes environnementales des abeilles défensives? Alors, je pense que ça veut dire qu'est-ce qui va... Des éléments extérieurs qui pourraient donc déclencher un peu une agressivité des abeilles gardiennes. Tout simplement déjà le parfum, comme il vient de le dire, hein, des gens qui se promènent autour de la ruche, à 5-10 mètres de la ruche, avec de l'après-rasage ou des forts parfums, c'est sûr qu'il va se faire chasser. Après, il ne faut pas négliger les bruits domestiques, on va dire. Alors, un chien qui aboie, peut-être à 5-10 mètres, ça peut peut-être finir par les énerver. Moi, je pense plus aux tondeuses, aux motoculteurs, des broussailleuses, les odeurs, les vibrations et les odeurs d'essence, de pots d'échappement. Ça, forcément, vous allez déclencher de l'agressivité de la colonie. Et après, il peut y avoir des attaques de frelons, frelons asiatiques. On l'a constaté aussi les jours où il y a beaucoup de frelons asiatiques qui sont dans le rucher en train d'attaquer. Les abeilles n'ont pas le même comportement avec vous. Ça veut dire le coup de fumée, ça les calme. Mais bien souvent, dès que vous sortez de la voiture et vous préparez votre matériel pour attaquer dans le rucher, vous avez déjà des premières abeilles qui viennent vous taper dans les cheveux, qui viennent vous chasser. Et puis après, on va dire des prédateurs qui pourraient mettre une grosse pression sur les colonies peut provoquer voilà, un instinct défensif et agressif envers l'humain qui passerait à côté ou toutes sortes animales. Le premier qui passe paye pour les autres. Pour les autres. Voilà.
Ok, je crois qu'on n'a pas de questions supplémentaires. On doit être bon. Donc je continue. Avec la prochaine diapo, on a réussi à ouvrir la ruche, tout le monde est calme et souvent, dans certaines situations, on est amené à trouver la reine. Alors, quand vous ouvrez votre ruche, n'essayez pas absolument de trouver la reine. Hein, ce n'est pas toujours indispensable de trouver la reine. Il suffit amplement de voir s'il y a des œufs, s'il y a des larves, s'il y a du couvain fermé ou ouvert, ce genre de choses. Même si vous ne trouvez pas la reine, ça ne veut pas dire que la reine est morte ou qu'elle a quitté la ruche. Hein, elle ne quitte pas la ruche comme ça. Et si vous voyez des œufs, ça veut dire qu'il y avait encore une reine il y a 3 jours. Donc, en tout état de cause, elle devrait y être encore. Parfois, il est indispensable de la trouver. Par exemple, vous avez une colonie agressive, vous voulez changer la reine, bah là, évidemment, il va falloir la trouver. Donc, comment faire pour trouver la reine? Alors, ce qui facilite le repérage de la reine, c'est les techniques de marquage. Il y en a plusieurs. 2 grands types, la peinture, la tache de peinture sur le thorax ou la pastille collée sur le thorax. Alors, la pastille collée, c'est surtout utilisé par des professionnels. Évidemment, il y a des avantages parce que sur la pastille, vous pouvez mettre un numéro. Donc, vous pouvez numéroter exactement chaque reine. Alors, quand on fait beaucoup d'essaims, par exemple, ou ce genre de choses, on peut être amené à utiliser ce genre de pastille. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que certaines colles sont toxiques pour les abeilles. Donc, surtout, il faut éviter le vernis à ongles qui n'a pas du tout été fait pour marquer les reines. Et le mieux, quand on a quelques ruches, c'est d'utiliser la peinture dite Posca. Alors, la peinture Posca, vous voyez peut-être ce que c'est si vous avez des enfants, puisque c'est beaucoup utilisé par les enfants. C'est une peinture à l'eau qui se présente sous forme de petits... C'est des gros crayons, en fait. Donc, quand on appuie un peu dessus, il y a de la peinture qui sort au bout. Et c'est une peinture qui est considérée comme non toxique. On l'utilise beaucoup pour les enfants, donc on part du principe que ça ne peut pas être mauvais pour les abeilles. Et on utilise un code de couleur qui est international. Hein, Jean-François, il est international, le code de couleur. Oui, oui. Donc, il est vrai en France, il est vrai aux États-Unis, il est vrai partout. Un code de couleur qui nous permet de reconnaître l'âge de la reine. Alors, on utilise des couleurs qui suivent toujours le même ordre. Blanc, jaune, rouge, vert et bleu, tout en sachant que le bleu est un multiple de 5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 2020, donc l'année dernière, on marquait les reines qui naissaient en 2020 en bleu. Et cette année, on recommence depuis le début, donc 2021, ce sera l'année blanche. L'année prochaine, on marquera les reines en jaune, etc. Alors, il y a un moyen mnémotechnique pour se souvenir de ça, et c'est la petite phrase « En blanc, je rêve de bleu ». Donc, blanc, J commence par G comme et par J. Je commence par J, je vais y arriver, comme jaune. Rêve, première lettre, R comme rouge. On a aussi la lettre V dans rêve comme vert. Et dernier mot, bleu. Donc, blanc, jaune, rouge, vert, bleu. Voilà. Deuxième technique pour repérer la reine, on la détecte à l'œil sur les cadres. Alors, ça paraît très dur au début. Quand j'ai commencé l'apiculture, je me disais, j'arriverai jamais à la repérer, cette reine, mais toutes ces abeilles. Et ben, finalement, si, ça fonctionne bien. Avec un tout petit peu d'expérience, vous allez voir, vous allez reconnaître la reine beaucoup plus facilement, notamment si vous recherchez un long abdomen. Il n'y en a qu'une qui a un long abdomen, c'est la reine. Alors, si vous voulez accélérer un petit peu le processus, vous mettez un cadre bâti vide en bordure de couvain. Donc, juste à la limite entre le dernier cadre de couvain et le premier cadre de réserve. Et là, évidemment, comme c'est un cadre bâti, la reine qui est toujours à la recherche de nouveaux endroits pour pondre va y aller tout de suite. Vous revenez le lendemain et elle sera probablement dessus. Troisième méthode pour trouver la reine, le tamisage. Alors ça, c'est une méthode qui est radicale. Vous mettez une grille à reine sur votre ruche, vous mettez par-dessus une hausse vide et vous secouez tous les cadres dessus. Donc les abeilles tombent ou s'envolent.
Et tout ce qui passe à travers la grille à reine, ce sont des ouvrières, donc c'est pas ce qui nous intéresse. Et tout ce qui reste dessus, c'est soit les faux bourdons, soit la reine. Donc on peut trouver la reine comme ça. Ceci dit, c'est une méthode super intrusive. Ça fait voler des abeilles partout. C'est vraiment si c'est une méthode à utiliser vraiment si on n'a pas d'autre solution et qu'il faut absolument trouver cette reine. Voilà. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre aux questions. Quand on achète donc une question d'Armel. Quand on achète un essaim avec reine auprès de la coopérative, la reine sera marquée. Je pense que oui, normalement. Oui, alors généralement oui, il peut y avoir des petits loupés, alors soit parce que le Posca s'est effacé, ça c'est aussi une technique, ça on vous le montrera, mais quand on marque une reine, on fait le point de peinture, mais il faut quand même essayer de l'isoler dans une petite cage à côté, le temps que ce point de peinture finisse de sécher. Et suivant l'hygrométrie de l'air, voilà, suivant les jours, des fois c'est sec en 2-3 minutes et des fois il faut bien une petite dizaine de minutes pour y arriver. Et certaines fois, ben voilà, les éleveurs, ben, ils sont un peu pressés, on libère un peu la reine trop tôt et du coup, ben, partiellement, des fois voilà, la tâche de peinture s'efface un petit peu. Et après, alors c'est malheureux à dire, j'ai un très très bon fournisseur de dessins à la coop, mais il est daltonien. Voilà, comme dit François, il est daltonien. Alors la petite anecdote, ben, il est mis les marques en blanc. Parce que le problème, c'est qu'il ne voit pas le reste. Flûte. Voilà, c'est flûte, mais ça arrive. Alors certains, des fois, ben, ça ne sera pas le cas cette année, ça sera bien. Mais ça fait 3-4 ans qu'on entend ah bah ouais, mais la coop, ils vendent des essaims, mais les rennes, elles ont 2-3 ans. Voilà, non, c'est pas du recyclage de vieilles rennes qu'on vend aux coopérateurs. C'est tout simplement, alors ça, il suffit juste de nous demander et on vous le dira. Et vous, bah, faudrait marquer, on fait des petites fiches de suivi des ruches, ça François vous expliquera. Et c'est bien de vous dire, bah, la reine, elle est blanche, mais voilà, elle a déjà 2 ans, ou elle est bien de cette année. Bah, cette année, elle sera blanche, mais une reine de l'année dernière qui était blanche, bah, elle n'avait pas 5 ans. Hein, elle était bien de l'année bleue, donc le préciser sur vos fiches de suivi. L'essentiel, c'est quand même que vous ayez mis un point de couleur pour repérer les reines facilement. En début de saison, c'est vrai que c'est très facile. La colonie, elle comporte 10 000 à 30 000 abeilles. C'est facile de tirer. J'ai envie de dire, on le trouve facilement. Mais quand vous avez une ou deux hausses d'abeilles, plus le corps rempli, et que vous avez des colonies à 60-70 000 abeilles, ça devient plus dur. Avec des gros bourdons qui sont pâteaux, qui sont posés, ça fait des grappes d'abeilles. La reine, ben, fait un peu la souris qui se cache sous l'herbe. Ben là, c'est sous les congénères, hein, sous ses filles, sous les abeilles. Elle se faufile dans tous les sens. Elle tombe peut-être au fond de la ruche. Et des fois, bien souvent, c'est le petit point de peinture qui nous attire l'œil et ce qui nous permet d'intervenir et de trouver facilement la reine. Voilà. Et tout à l'heure, il y avait François qui dit des fois, voilà, le tamisage, il vous faut à tout prix. Alors, je ne sais pas si la question est sortie, mais pourquoi des fois il faut à tout prix trouver la reine? Bah, tout simplement, elle a 3-4 ans, vous en avez commandé une jeune, et ben, il faut la supprimer. Il n'y a pas le choix, hein. Si votre reine, la nouvelle reine que vous avez achetée va arriver jeudi, il faut bien que le lundi ou le mardi, vous la trouviez pour détruire l'ancienne. Ou parce que peut-être elle était agressive, donc vous avez déjà peut-être coupé une fois l'essai en deux sans chercher la reine, mais après il va bien falloir trouver cette reine qui vous donne des abeilles agressives et pour la supprimer et la changer aussi. Et puis des fois, ben, tout simplement, on parlait de maladies tout à l'heure, il y a au niveau génétique des abeilles qui sont plus sujettes à certaines maladies. Et là, eh ben, le jour où vous avez décidé, notamment quand c'est un peu le couvain plâtré, donc les mycoses, on se dit, ben voilà, il faut déjà supprimer, changer la génétique, il va bien falloir trouver la reine pour supprimer et réintroduire une nouvelle reine qui vous apportera du sang neuf et certainement une génétique résistant à cette maladie. Ensuite, nous avons Eric qui nous demande quelle différence de prendre une reine de 2020 ou 2021. Alors ça, je dirais, c'est au niveau de la ponte. Normalement... ouais, il n'y aura pas bien le choix. C'est-à-dire qu'en fait, il doit dire, parce que il doit peut-être parler des essaims, les essaims 2020 et les essaims 2021. C'est-à-dire que si vous voulez une reine dans nos régions, une reine de 2021,
Vous verrez qu'on abordera un peu le cycle de la reine. Les premiers bourdons, ils sont en avril. Les premières fécondations se passent début mai. Le temps que la reine se mette en pondre, on est au 15 mai. Forcément, si vous voulez une reine 2021, vous ne trouverez pas dans nos régions des reines de 2021 en fin mai, début juin. Quand on parle, voilà, un essaim avec une reine 2020, c'est tout simplement, ce sont des essaims qui ont été constitués au mois d'août et qui sont disponibles à la sortie de l'hivernage, tout de suite en avril, pour déjà envisager une récolte de miel la première année. Un essaim avec une reine 2021, ils sont disponibles au mois de juin, et ceci, c'est à vous d'avoir toute la peine, entre guillemets, le courage de l'hiverner, de la cajoler au mois de juillet, août, de bien l'hiverner en fin d'année. Après, les zones de montagne, vous pouvez encore faire des récoltes sur le mois d'août, même avec un essaim du mois de juin. Il y a certaines années, s'il y a très mellifère, en été, on arrive à faire du miel avec. Mais c'est surtout ça. Donc, si vous achetez une reine maintenant, comment maintenant, en 2021, vous allez acheter une reine de 2021, qui est née en 2021, qui est fécondée en 2021. Si c'est en essaim, ben voilà, c'est la différence entre un essaim hiverné, c'est-à-dire un essaim avec une reine de 2020 et qui est prête à produire en 2021, et sinon un essaim de l'année au mois de juin. Alors, peut-être rappeler de manière brève la nécessité de toujours avoir des reines jaunes. Tout simplement parce que quand la reine prend de l'âge, elle pond de moins en moins et donc la population de la colonie diminue de manière mécanique au cours du temps. Donc avoir une reine d'1 an, 2 ans, 3 ans au maximum, c'est important pour avoir toujours une bonne dynamique au niveau de la colonie.